bien, chers téléspectateurs, à la suite de la grande question que nous avons réalisée à l'occasion de la journée internationale du livre et du droit d'auteur, nous vous proposons aujourd'hui, cet après-midi, une autre émission intitulée La géopolitique du livre. Nous allons réfléchir sur le livre en tant qu'outil de puissance. Et nous avons invité pour l'occasion le professeur Wundaitoa, qui est le secrétaire permanent de la Commission nationale du manuel scolaire et du matériel didactique. Je crois que c'est bien ça. C'est exact. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Je vous remercie d'avoir pensé à m'inviter. Merci infiniment, professeur. Vous savez, en matière de livres, il faut peut-être dire à nos téléspectateurs que vous êtes l'ancien directeur des éditions Clés et que finalement, vous n'êtes que livre. Je suis en partie livre. Ouais. Docteur Claude Bekombo, que vous connaissez déjà chez téléspectateurs. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Jacques. Vous connaissez les thématiques du docteur Claude Bekombo. C'est des questions de géopolitique, des questions de puissance des États. Qu'est-ce que la géopolitique du livre? Je commence par vous, docteur. Bon, si on considère que la géopolitique, c'est l'étude de l'influence des facteurs géographiques, économiques et culturels pour les États dans leur projection internationale, on peut donc imaginer que le livre, étant un instrument culturel, fait partie effectivement de cette tentative de projection des États dans l'espace international, dans les relations internationales, puisque le livre est un instrument finalement culturel. Le livre est un instrument qui permet aux États donc de se projeter à travers les différents acteurs qui constituent cette industrie-là auprès des États. Ce qui fait donc que le livre peut être un instrument de conflit, peut être un instrument de concurrence, peut être un instrument pour lequel les États, effectivement, recherchent la puissance dans l'espace international. Puissance en termes, pas ici en termes de hard power, c'est-à-dire que de puissance militaire, mais puissance en termes de soft power, c'est-à-dire la recherche, effectivement, de l'influence. Il faut différencier ces degrés tout de suite. Quand on parle de géopolitique du livre, on parle effectivement de cette puissance d'influence, qui est la puissance de la capacité de faire à un autre acteur un certain nombre de choses, ou de l'amener à consentir à faire un certain nombre de choses. Donc c'est dans cette perspective-là que cette géopolitique du livre s'installe de manière axiologique. Professeur Wundaitoa, entre l'éditeur que vous étiez, ou bien que vous êtes, j'imagine que ça ne vous quitte pas, et le secrétaire permanent, c'est-à-dire, il faut dire à notre spectateur que c'est une institution étatique mise en place pour coordonner l'activité du livre, même si au centre, on peut parler du manuel scolaire. Est-ce que dans votre expérience, dans votre parcours, vous trouvez ce désir d'influencer à travers le livre, professeur? Je voudrais revenir de façon sommaire et simple sur la question de la géopolitique, de sa définition telle que je l'entends. Oui, professeur. Il y a donc une idée de géographie, c'est-à-dire d'espace, de territoire. Et je voudrais souligner le côté imaginaire de ce territoire lorsqu'on l'applique au secteur du livre. Donc, il y a une géographie physique, mais il y a une géographie de l'imaginaire qui se construit à travers le livre. Et donc, tous les livres que nous lisons agissent sur nous, agissent sur notre imaginaire. Et de ce point de vue, les livres sont donc des instruments d'un pouvoir qu'on ne peut pas mesurer, d'un pouvoir qui est d'une ampleur sans limite, parce qu'il dépasse, l'imaginaire que construit le livre dépasse l'espace de la géographie physique. C'est-à-dire qu'un livre écrit par un Camerounais, lu à Tahiti, transporte le lecteur tahitien de son espace à un univers beaucoup plus large que l'espace de la géographie physique du lieu où il se trouve. Et de ce point de vue, les livres sont donc des instruments de géopolitique d'une autre ampleur, parce qu'ils agissent de façon insidieuse en transformant nos rêves, en transformant notre imaginaire. On n'a pas besoin de vous influencer, vous vous laissez influencer par la qualité du texte que vous lisez. Et de ce point de vue, la géopolitique appliquée au secteur du livre devient
un enjeu extrêmement puissant, un outil extrêmement important pour influencer à la fois les lecteurs et tout l'environnement qu'on construit autour des livres. Donc voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Maintenant, pour ce qui est des postures institutionnelles en rapport avec la gestion politique du secteur du livre, je pense qu'il est important que les pays africains aient pris conscience de cela. Et dans le cas précis du Cameroun, c'est seulement après les États généraux de l'éducation de 1995 qu'on se dit que les livres ne sont pas des objets tombés du ciel et qu'il y a lieu d'en envisager la production endogène, d'envisager la libéralisation sur le plan économique du secteur du livre. C'est pourquoi, à partir de 2000 et de 2002, il y a donc, en 2000, la création d'une commission autonome qui va apprécier les livres qui sont produits, y compris par les Camerounais, et à partir de 2002, avec le décret, l'arrêté du Premier ministre à l'époque, Mafani Moussongué, qui crée donc le conseil d'agrément et qui permet aux Camerounais de se déployer dans le secteur de la production du livre et surtout du manuel scolaire. Donc, les enjeux de ce point de vue sur le plan économique commencent à changer. Parce que vous imaginez qu'avant cette époque, tous les livres qui sont produits le sont par quelques éditeurs étrangers. Nous n'avons aucune possibilité d'influencer le contenu des livres et vous pouvez lire à ce sujet les travaux de feu le professeur Azeye sur les concepts et contenus dans les Mamadou et Bineta, l'orientation idéologique de ces différents ouvrages-là en rapport avec la construction de l'identité et de la personnalité des jeunes Africains. Donc c'est toutes ces choses-là que la géopolitique du livre permet de prendre en compte. Voilà. Ok. Dr Claude Bekombo, est-ce que cette influence, le prof parle d'une géographie de l'imaginaire, est-ce que cette puissance culturelle que transporte le livre, si je mets ça dans des mots choisis, est-ce que c'est un construit ou tout simplement un accident? Ça dépend de la perception qu'on a de ce qu'on appelle construit ou accident. Il me semble quand même que dans l'imaginaire collectif, une idée est la représentation d'une culture ou d'un espace civilisationnel. Et le livre n'est que l'expression palpable de la mise en œuvre d'une idée. À partir de ce moment-là, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est construit. Il faut aussi ajouter que le livre peut être, l'auteur peut travailler sur la base d'une commande. Donc sur la base de la mise en œuvre d'une idéologie qui n'est peut-être pas la sienne, mais qui est une idéologie étatique ou alors une idéologie pour, je pense tout de suite à Mein Kampf et ainsi de suite, aux livres de cette nature, qui démontrent effectivement que ça peut être une géopolitique, qui est une géopolitique structurée, pensée et mise en œuvre pour dominer à travers les idées. D'où le fameux choc de civilisation de Samuel Huntington. Maintenant, ça peut être un accident. Je pense que le professeur a bien parlé de ce territoire imagé, ce territoire de représentation qui permet de transporter les imaginaires. Alors, les imaginaires peuvent aussi être des imaginaires, disons-le, d'accident. Si accident, parce que vous entendez par accident, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une stratégie derrière et que le livre, par lui-même, produit des effets inattendus. Je pense que c'est bien possible. Je ne suis pas sûr que quand Samuel Huntington écrivait son livre, ou Cheikh Anta Diop écrivait Nation et Agriculture, il s'attendait effectivement que ce livre soit porteur du panafricanisme, de tout ce que nous voulons y mettre, puisque effectivement le livre n'est pas simplement la pensée de l'auteur, le livre est la pensée de celui qui lit. Donc il peut arriver que de manière accidentelle, un livre effectivement porte les conflagrations philosophiques
épistémologique des blocs, il faut aussi savoir que le livre peut être un instrument qui est programmatique pour pouvoir diffuser un certain nombre d'idées avec derrière des institutions, des laboratoires ou alors des auteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des penseurs qui effectivement sont engagés d'une certaine façon. Je vais le dire comme ça, sans trop rentrer dans beaucoup de détails. Professeur, quels que soient les cas, on peut penser que l'auteur a une base culturelle qui est celle de sa société. Tout à fait. Et que ce qu'il met dans le livre, quand il écrit le livre, il est nécessairement influencé par sa culture. Tout à fait. Moi, est-ce que vous pensez qu'il existe des États qui, malgré le fait qu'il y ait cette base-là, décident quand même de... Parce que nous voyons les autres universités, prof, ils ont des axes de recherche. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous dit que pour des bourses, dans tel axe de recherche, vous pouvez bénéficier de tel type de bourse. Et les axes de recherche ne sont pas des phrases au hasard. C'est des phrases bien orientées. Prof, est-ce que vous pensez qu'il y a des États quand même qui pensent qu'à travers le livre, ils vont, je ne veux pas fuir le mot, dominer? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et ce que le docteur Bekombo a dit tout à l'heure. Et je voudrais, pour que ça apparaisse plus clairement, faire la distinction entre le manuel scolaire, parce qu'il a dit qu'il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de commande. En fait, il n'y a pas un seul manuel scolaire qui ne réponde pas à une prescription d'un programme. Et un programme scolaire, c'est un projet de construction d'un profil de citoyen dans un pays, de la base au sommet. Et ce que vous venez de prendre comme exemple, les axes de recherche, ça participe de la promotion des idées et des valeurs qui sont celles de ceux qui donnent les bourses. Donc, si au primaire, on vous prescrit des choses à enseigner, on définit les modules et les chapitres des différentes leçons de la maternelle à la fin du secondaire, au supérieur, on va vous encourager en promouvant des bourses dans telle filière, dans telle filière, dans telle autre filière, parce que ça correspond à ce qu'on veut construire comme univers mental, pour d'abord construire les citoyens, parce que je vois la géopolitique à deux niveaux. Il y a d'abord la construction des acteurs qui seront les acteurs de la géopolitique d'un espace donné, que ce soit un pays ou que ce soit un continent. Ces gens-là se forment d'abord à une école qui a un ensemble de valeurs, qui les moule d'une certaine manière. C'est à ce moment seulement, au sortir de cette école, que leurs productions individuelles, qui reflètent leur imaginaire personnel, qui reflètent les valeurs qui leur ont été inculquées à l'école, commencent donc à construire le rapport de force avec les autres. Quand Mongo Betty écrit Ville cruelle, il est allé à l'école, mais il a un ensemble de valeurs qui l'ont influencé et on voit bien qu'il s'attaque de façon plus ou moins frontale à la situation coloniale. Et évidemment, Ferdinand Oyono va s'attaquer au même phénomène avec une approche différente. Bref, tous les grands classiques africains de la période des indépendances sont conscients que les valeurs fondamentales dont les Africains ont besoin, c'est 1, la liberté, 2, l'indépendance, 3, la construction d'un espace de pouvoir qui va permettre de faire face au monde qui jadis les a dominés. Sans que ce ne soit construit. J'imagine qu'il n'y a personne derrière pour dire à Mongo Betty écrit sur telle chose. C'est lui qui ressent la nécessité de porter cela. Oui. Il ressent cette nécessité du fait de ce dont il est lui-même la construction. Il est la construction d'un ensemble d'expériences vécues. Il est la construction d'un certain nombre de valeurs. Regardez la place que la mer occupe dans Ville cruelle, par exemple. Et donc, c'est tout cela qui sont des valeurs universelles, parce que l'aspiration à la liberté, il ne va pas la ressentir tout seul dans son coin sans que ce soit quelque chose qui interpelle ses congénères qui sont confrontés aux mêmes exactions du colonisateur. Donc, tous ceux qui ont ce vécu, cette expérience-là, quelque chose de commun les taraude. Et ils partagent ensemble les mêmes aspirations à la liberté, les mêmes aspirations à la dignité. Et tout cela va donner naissance, avec le génie et le talent qui est le leur, à des livres de toutes sortes qui vont donc exalter ces valeurs-là et en faire des outils de géopolitique, pour utiliser le jargon que vous avez choisi d'utiliser dès le début de cette émission. Ça va être un ensemble d'outils et d'éléments
qui vont traduire le ressenti qui est le leur, parce qu'ils sont soumis aux mêmes expériences, aux mêmes vécus. Et quel que soit le pays que vous prenez, vous aurez, comme s'il s'était communiqué par télépathie, de la part de tous les grands auteurs africains, exactement les mêmes thématiques. Donc voilà, de mon point de vue, comment les choses se construisent. D'abord, au niveau local, par l'école, et je pense qu'il est heureux que les pays africains aient pris conscience à un moment donné de la nécessité de se réapproprier les processus de formation et d'éducation à la base. Parce que jadis, l'époque de Mamadou et Bineta, je ne sais pas si c'est nous qui décidions de quoi que ce soit, mais petit à petit, on en est sorti et on avance, peut-être pas au rythme qui aurait été celui qu'on souhaite, mais on avance quand même. On avance avec, de mon point de vue, des choses structurantes qu'il faut remettre sur la table. On a soldé très facilement les éléments qui ont déstructuré et déconstruit la personnalité de l'Africain. Quand vous lisez un auteur juif, il n'y a pas un seul livre juif, que ce soit une œuvre de fiction, un essai qui ne parle de la Shoah. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Mais on est très vite passé sur la traite négrière. Oui. On est en train de très vite passer sur la colonisation. Et lorsque vous évoquez ces sujets, on dit que vous êtes vieux jeu ou bien que vous voulez prendre la posture de victime pour une histoire qui est passée. Rien n'est passé. Rien ne peut passer de cette manière-là parce que, en réalité, tout ce que nous sommes, c'est des espèces d'avatars de ce que nous avons été. Et ce que nous avons été a été fortement marqué par l'expérience de notre vécu. Quand vous relisez le discours sur le colonialisme de Césaire, en réalité, vous êtes choqués aujourd'hui comme si c'était hier. Quand on vous dit qu'il y avait un général en Algérie qui prenait plaisir à collectionner les oreilles, les oreilles des Algériens, il faisait tailler les oreilles des Algériens. Et quand on vous dit que d'autres amenaient des bulldogs affamés et les lâchaient devant des Algériens qui essayaient de manifester. Toutes ces choses-là ne peuvent pas passer. C'est-à-dire que nous devons continuer à les ressasser de manière à ce que nous en soyons exorcisés, si cela est possible, définitivement. Tout ce que je dis sur la Shoah, c'est une quête d'exorcisme, c'est une volonté d'en avoir fini avec quelque chose qui ne doit jamais se reproduire. Oui. C'est un peu comme si vous disiez il y aura un moment où on ne pourra plus parler du génocide. Ce n'est pas possible. C'est constitutif de leur ADN depuis que cela s'est produit. Et donc, les choses qui se sont produites pour les Africains doivent avoir le même statut et travailler à nous structurer de cette manière-là. Je réfléchis depuis un temps sur un certain nombre de questions. Nous sommes entrés dans des moules, nous avons fait des parcours académiques et parfois, vous voyez comment on a de la peine à déconstruire les structures qu'on a mises en place. J'appartiens à un département qui s'appelle le département de français à l'université de Yaoundé. À côté de ça, il y avait un département d'études africaines. Les autres universités, presque toutes celles qui ont été créées après, ne créent plus de département de français. Voilà. Nous, on a ouvert un peu en disant nous sommes des spécialistes de littérature française et comparée. Ça nous donne la possibilité de travailler sur les littératures africaines. Oui. Mais au département de français, c'est maintenant qu'on essaye d'introduire un cours de littérature camerounaise pour les étudiants camerounais. Vous voyez, c'est un peu comme si vous demandiez à un enfant d'aller chercher à savoir quelles sont les origines des voisins sans chercher à savoir quelles sont les siennes propres parce qu'il sera spécialiste du voisin. Donc, c'est un peu ces questions-là qu'il faut résoudre. Docteur Claude Bekombo, le prof a cité Mongo Betty, Ferdinand Léopold Oyono. Je constate que dans nos prises de parole publiques, en général, pour montrer qu'on est très grand, on cite Diderot, on cite Alain, on cite Platon, Aristote et j'en passe Descartes, pour montrer qu'on est très grand. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec de notre part, sur le plan de la géopolitique du livre toujours? Effectivement, ça rentre effectivement dans l'ordre de considération. Quand on parle de géopolitique, quand on parle de géopolitique, on parle aussi des notions comme la préférence nationale. On parle des notions comme le fait qu'on doit subventionner les industries nationales. C'est de ça qu'on parle dans la géopolitique. On parle de faire en sorte que les industries nationales soient puissantes, que la préférence nationale domine ailleurs. On parle en termes de marché. Donc, on peut prendre la géopolitique
par tous les bouts qu'on veut, que ça se transforme en matière industrielle, en géoéconomie, que ça se transforme en matière militaire, en géostratégie, mais il n'en demeure pas moins que c'est la faculté d'une entité donnée de se projeter dans l'espace international en capacité de répondre aux besoins d'un marché. Donc, d'une concurrence, il ne faut pas avoir peur du mot, d'une concurrence. Ça voudrait donc dire que si les autres citent leurs auteurs, les autres envoient leurs livres dans vos espaces. Le professeur vous a parlé d'espace. Tout à fait. La géopolitique n'est que espace, n'est que territoire, n'est que visualisation du territoire en termes stratégiques et en termes tactiques. Donc, au niveau de la tactique, on considère qu'il y a des espaces restreints qu'il faut habiter. Au niveau de la stratégie, l'espace est global. Alors, si des auteurs passent le temps à citer les auteurs des autres ou les livres des autres, qu'en est-il donc des livres? Le professeur a parlé de l'espace culturel, c'est-à-dire l'espace identitaire. Si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est un concept assez fort, on peut se demander effectivement si dans cette géopolitique de, entre guillemets, de la référence bibliographique, est-ce que ceux qui passent le temps à faire référence aux autres n'appauvrissent pas quelque part les leurs, ou alors ne font pas la promotion, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension d'appauvrissement, de faire croire à tout le monde qu'il n'y a que d'autres qui ont écrit, et c'est là où je considère que c'est un appauvrissement. Il y a la deuxième dimension qui est plus grave, c'est-à-dire de faire la promotion des autres et de faire croire à tout le monde que ce n'est que chez les autres qu'il y a les meilleurs. Il existe de la pensée. Voilà. Et nous sommes donc dans cette dimension de concurrence. Et dans cette dimension de concurrence, il n'est pas question de faire la promotion des siens, même s'ils sont faibles, ou même s'ils n'ont, entre guillemets, pas les ressources, disons, intellectuelles, mettons cela comme ça, ou ils n'ont pas des travaux de qualité. Il y a des travaux de qualité, il y a des auteurs africains qui font un certain nombre de choses. Et je pense effectivement qu'on peut parler des sujets, différents types de sujets, en faisant référence effectivement aux auteurs de sa zone qui ont travaillé sur ces questions de manière pertinente. Parce qu'effectivement, ailleurs, ce n'est pas d'eux que vous allez attendre. Ça arrive très souvent. On parle nécessairement ici, de manière imagée, de l'opposition centre-périphérie, que Samir Amina a bel et bien imaginé et mis en œuvre, qu'au niveau des pays du centre, dont les pays du Conseil de sécurité, les superpuissances, vous allez rarement voir un enseignant citer un auteur venant d'ailleurs. S'il le cite, c'est qu'effectivement, cet auteur a fait un travail remarquable. Mais ce qui est un peu difficile, c'est de voir que parfois, dans le pays ou la zone, le territoire de cet auteur, soit il est ignoré, soit il est méconnu, très souvent. Donc, est-ce que le professeur vous a parlé d'éducation tout à l'heure? Est-ce que c'est une éducation au référencement bibliographique qu'il faut reprendre? Est-ce que c'est parce que la majorité de ceux qui s'intéressent aux livres dans ces espaces ont peut-être eu une formation extravertie? Est-ce qu'il y a une influence, justement, géopolitique de tout ce que du reçu des flots d'informations à travers les livres qui nous viennent? Est-ce que c'est parce que cet espace est effectivement occupé de manière abondante, de manière dominante par les livres d'ailleurs? Nous sommes justement dans cette géopolitique et ces différents problèmes doivent être résolus. Parce qu'effectivement, c'est trop facile de dire à un individu ou alors à quelqu'un qu'il cite les autres. Mais est-ce qu'on a tout fait pour qu'il ait accès aux livres qui sont produits par les auteurs de son territoire, de son espace géographique? Ça, c'est la première question qu'il faut répondre. Ensuite, est-ce qu'effectivement, il ne se laisse pas happer par la tentation de penser que comme il a étudié avec les livres des autres, comme il y a une majorité des livres des autres dans son espace, qu'il n'y a que cela,
il y a donc un travail d'éducation, il y a un travail de pédagogie à faire. Il y a aussi un travail sur soi, une introspection personnelle à faire des auteurs de cet espace que j'appellerais l'espace post-colonisé. Parce que ce n'est pas simplement en Afrique que nous avons ce type de débat. Nous avons ce débat en Inde, nous avons ce débat en Amérique du Sud, où effectivement, ils se demandent effectivement, est-ce qu'ils ont la connaissance parfaite de leur production littéraire, de leur production scientifique. Est-ce qu'ils en ont la connaissance? Est-ce qu'on étudie assez? Parce qu'avoir la connaissance et savoir qu'on étudie assez dans les programmes, dans les instances institutionnelles, ces auteurs-là, est-ce que Donc c'est un ensemble de questions qui se posent. Est-ce que les États font ce qu'il faut pour que, le professeur voulait parler de manuel scolaire, et pour qu'on dise, voilà, on doit utiliser le livre plutôt de tel auteur camerounais. Est-ce qu'on utilise son livre parce qu'il est camerounais? Est-ce que ce livre-là a une valeur pédagogique avérée? Ainsi de suite. Voilà une série de... Je ne pense pas avoir répondu, mais je pense avoir plutôt soulevé une série de préoccupations qui peuvent nourrir cette géopolitique de l'auteur qui peut-être est dans une camisole de force, mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation? Professeur, vous avez commencé en parlant du département du français, peut-être de l'influence de la langue. Est-ce qu'en pensant en français ou en anglais, on n'est pas quand même handicapé dans cette logique d'influence-là? Et je poursuis. Est-ce qu'il y a quand même des voies? Est-ce que nous pensons quand même à changer de cap par rapport à la langue? Alors, je voudrais, avec votre permission, donner un avis sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Je pense que citer Diderot, citer Aristote, citer Socrate n'est pas en soi péché. Mais la nuance que vous avez faite est importante. Ne pas être capable de citer l'équivalent de ces savants-là, qui soit de son terroir, peut être un problème. Et le docteur Bekombo a bien montré que ce problème peut être un problème, non pas d'ordre idéologique, mais d'ordre pratico-pratique, c'est-à-dire la diffusion. C'est-à-dire que les circuits et les parcours académiques, si vous n'avez pas les livres de Diderot, vous ne les avez pas. Si vous n'avez pas les livres de Cheikh Anta Diop, vous ne les avez pas. Et si dans votre cursus de formation, il n'y a pas une possibilité de valoriser votre savoir en lisant Cheikh Anta Diop, cela ne se fera pas. Mais je pense qu'on a la responsabilité, on devrait pouvoir citer, quand on est des intellectuels, sans complexe, tous les auteurs qui sont des classiques. Parce qu'un classique, c'est précisément un auteur qui a élevé le génie et le niveau de perception des problèmes de la société à une dimension universelle. Donc, citer Diderot, ce n'est plus citer un auteur français. Citer Hugo, ce n'est plus citer, dans ce cas-là, un auteur français. C'est se référer à la perception la plus raffinée et la plus approfondie d'une question, indépendamment de celui qui l'a posée. C'est un peu comme emprunter une voiture. Si la voiture vous aide à régler un problème de vitesse, de pénibilité dans votre déplacement, vous ne cherchez pas à savoir si la voiture a été faite en Corée ou en Chine ou au Japon. Ça règle un problème, et tous ceux qui veulent régler le même problème, à défaut d'avoir un moyen alternatif à la voiture, auront recours à la voiture. Oui, quitte à eux-mêmes faire leur propre voiture sur les modèles que les autres ont produits. Donc de ce point de vue-là, on devrait, de mon point de vue, adresser de façon un peu plus pratique, la question matérielle de la distribution des livres, et on voit bien que le livre est un outil qui se situe dans une chaîne. Lorsqu'on a produit le livre, lorsqu'on l'a imprimé, il faut qu'il y ait un diffuseur à côté. Ce n'est pas l'éditeur qui a fait le livre qui va le prendre et essayer de le diffuser à tout prix. Ce n'est pas lui qui va le distribuer. Il ne sera pas capable d'aller créer des librairies. Donc tout cela se met progressivement en place, et je suis heureux d'entendre le docteur Bekombo parler en termes de géopolitique, des questions de préférence nationale, et de plus en plus nos pays le comprennent. C'est-à-dire que si vous avez une industrie du livre, par exemple du manuel scolaire, qui produit des milliards de francs, vous devez être exigeant vis-à-vis de tous les autres acteurs de la chaîne, de manière à ce qu'on mette en place un circuit qui fait que le livre produit à Yaoundé, si c'est un manuel scolaire, on puisse le retrouver à Tokombéré, à Yoko, n'importe où, parce que
les parts de marché qui sont dévolues à ces autres acteurs après l'éditeur sont suffisamment consistantes pour qu'ils s'engagent dans le jeu. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que on ne peut pas faire des sauts dans le vide sans base. Et cela va se faire progressivement. Les civilisations qui sont celles des auteurs que nous citons, c'est des civilisations vieilles de millénaires, de centaines d'années. Donc, on peut faire des sauts qualitatifs, mais jusqu'à un certain seuil. Et il a également parlé des circuits de formation. C'est-à-dire que si on ne vous a jamais interrogé pour avoir un diplôme sur un écrivain camerounais ou un écrivain africain, vous le lirez après coup dans le processus de quête de votre identité, comme il a également souligné, quand vous sortez du circuit académique, où vous devez lire pour produire des performances, maintenant vous lisez pour vous construire, c'est à ce moment-là que vous découvrez tous ces auteurs-là, et que vous les intégrez dans votre propre parcours, et que vous êtes capable d'écrire des livres qui disent ce qu'ils ont dit et qui est l'équivalent de ce que les autres ont dit, mais qui reste inconnu de tous ceux qui ne les ont pas lus. Donc voilà un peu comment je perçois ce problème. Bon, maintenant la question de la langue, c'est une question complexe. Si vous lisez un certain nombre d'auteurs, comme Charlie Gabriel Bock, parce que dans l'ouvrage que j'ai fait sur la littérature camerounaise, on posait clairement la question de l'identité de la littérature. Quelle littérature est-elle camerounaise? C'est celle d'un auteur qui a sur sa carte d'identité le statut de Camerounais. Est-ce que c'est ça qui fait la camerounité d'une littérature? Est-ce que c'est le fait de ce que cette littérature charrie? C'est-à-dire que si vous êtes un écrivain camerounais, si vous écrivez un livre, ce livre est traversé par la construction historique de l'entité qu'est le Cameroun. Ça se retrouve dans votre livre sans que vous ayez fait un effort, puisque c'est votre vécu et vous le restituez comme ça. Évidemment, les plus radicaux disent que tant qu'il n'y aura pas de langue camerounaise dans laquelle les livres sont écrits, il n'y a pas de littérature camerounaise, parce que tout ce qui s'écrit en français ou en anglais n'est pas de la littérature camerounaise, la littérature écrite par des Camerounais dans les langues des autres. C'est, de mon point de vue, rendre la question plus complexe, inutilement complexe et paralysante, parce que si on s'en tient à cela, le temps qu'on ait une langue africaine et qu'on écrive des livres dans cette langue-là, je pense que ça va durer. Ça va durer. Donc, pour moi, en réalité, la littérature camerounaise est faite de textes écrits dans toutes les langues du monde, y compris des langues camerounaises, mais qui reflètent la construction historique d'un espace, qui est l'espace qu'est le Cameroun, sur le plan individuel et surtout sur le plan collectif. Voilà comment je perçois cette question-là. Bon, et ils rétorqueront qu'on se dépersonnalise quand on rentre dans cette logique et que l'Afrique en nous sera morte bientôt. Vous savez, ça, c'est des slogans qui ne peuvent pas nous aider à agir de façon concrète. L'Afrique ne peut pas mourir parce que nous sommes l'Afrique. Si l'Afrique meurt, c'est que nous serons morts. Elle ne peut pas mourir avant nous. Elle mourra avec nous ou elle survivra avec nous. Voilà comment je perçois le problème. Donc, tant que nous sommes vivants et que nous ne revendiquons pas une autre identité, ce que nous sommes, c'est nous, et ce que nous sommes demeure pendant que nous sommes vivants. Est-ce que le problème, il faut quand même dire que pour la génération antérieure, ça passe encore. Mais quand nous interrogeons les plus jeunes, on a plutôt l'impression que l'Afrique n'existe pas. Je crois que quelle est votre expérience du livre et des jeunes, de l'influence que le livre peut avoir sur eux? C'est assez important que dans le parcours, si on veut revendiquer son africanité, ou s'il y a une africanité qui existe, encore que ce sont des concepts à géométrie très variable qui font en sorte que la réflexion peut être difficile à des moments donnés. Parce que déjà, quand on dit Afrique, il faut essayer d'avoir une compréhension géographique de cet espace. C'est un espace assez complexe. Je ne suis pas sûr que quand nous parlons d'Afrique, la représentation idéale que nous nous faisons de l'Afrique est la même représentation idéale et matérielle, physique, que nous nous faisons de l'Afrique. C'est la même représentation que se fait un Marocain, que se fait un Algérien, qui pense plus Méditerranée,
que se fait peut-être un Sud-Africain qui pense plus global. Donc il faut, quand on engage ces débats, essayer de se dire que nous parlons effectivement d'une Afrique qui serait proche de soit de l'Afrique noire, que certains ont conceptualisé, certains structuralistes français ont conceptualisé, même si cette notion est aussi battue en brèche par beaucoup d'autres études. Mais si l'Afrique ici, ça nous rappelle plutôt nos cultures, nos traditions séculaires sur cet espace territorial qui a connu, disons, la colonisation et dont on peut identifier le fait que toutes les populations vivant sur cet espace-là sont des populations, entre guillemets, de l'Afrique noire. On peut donc essayer d'avoir une réflexion sur ces questions-là. À mon sens, il faut migrer vers l'universel. Parce que la question identitaire est une question très complexe. Si on demande à tout le monde qu'est-ce qu'être africain, on aura des difficultés à avoir une définition sur laquelle nous nous entendons tous. Je viens d'en faire l'expérience avec ma prise de parole, cette tentative que j'ai eu à faire. Si on nous demande qu'est-ce qu'un Sud-Africain, qu'est-ce qu'un Camerounais, qu'est-ce qu'être Camerounais? Dr Club Combo, le professeur a montré, je pense, seulement 2 éléments qu'il a apportés tout à l'heure. C'est la traite des esclaves et c'est la colonisation. Est-ce qu'on ne peut pas forger une littérature fédératrice autour de ces éléments-là? Je pense que la question renvoie à la perception de l'identité qu'on a de soi-même. La question de la colonisation et de l'esclavage, ce sont des questions à l'intérieur desquelles il y a beaucoup de perceptions. Indépendamment du pays d'Afrique où vous allez aller, si vous êtes en Afrique francophone ou en Afrique anglophone, vous avez des divergences de perception. Même si on a une littérature qui, par le storytelling, raconte des mêmes faits, il y a des nuances. Il y a donc, à partir de ce moment-là, un rapport à ces questions-là divergent. Un rapport qui ne peut pas faire l'unanimité. Parce qu'en fait, le problème dans la question identitaire, c'est chercher l'unanimisme. Or, il faut prendre en compte les divergences, il faut prendre en compte les nuances. Parce qu'il y a des nuances qu'on ne peut éluder. La question de la langue est une question importante. Elle est importante. Mais elle n'est pas une question qui doit faire en sorte que nous soyons handicapés. Nous ne pouvons pas être handicapés par la langue. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire qu'à la culture de l'universel, à laquelle il ne faut pas fuir. J'insiste. Parce qu'effectivement, la géopolitique, c'est aussi la géopolitique de la langue. Alors, comment opérationnaliser une géopolitique de la langue si déjà, au sein de ce que vous appelez l'Afrique, et nous avons vu tout à l'heure que c'est assez complexe de la déterminer avec précision, nous avons une multitude de langues. Les autres, certes, des études, Moïse Tadadje et ainsi de suite, les Camerounais ont démontré quand même qu'il y a continuité linguistique, qu'il y a quand même, on peut quand même avoir quelques langues qui peuvent fédérer. Néanmoins, comment vous faites si vous avez dans cet espace-là quelques langues qui peuvent fédérer face à des mastodontes qui ont une langue, qui ont des espaces post-colonisés où ils ont imposé cette langue-là? Comment vous faites pour avoir un rapport de force à travers votre langue, puisque c'est ça la question? À travers votre langue, comment moi j'écris en Minjumba, en Douala, en Fulani, en Sérère, pour m'adresser à des millions de personnes que je veux dominer par ma culture? C'est ça le problème.
Le problème, c'est donc, je pense que le professeur Vouda a raison, de minimiser l'importance de la barrière de la langue. Il faut minimiser cette importance-là. Parce qu'au final, la culture de l'universel veut quoi aujourd'hui? Veut qu'on puisse écrire en français et insérer des mots de son dialecte. Ce n'est pas interdit. En insérant les mots de son dialecte, en ayant quand même une œuvre en français ou en anglais, qui, quoi qu'on dise au niveau de la géopolitique de la langue, sont des langues dominantes aujourd'hui. Quoi qu'on dise, on ne peut donc... Est-ce que nous sommes donc prêts en Afrique à engager non seulement cette guerre, j'utilise le mot guerre, mais il faut relativiser ce mot en termes d'influence, cette guerre sur le livre, déjà, parce qu'il y a, le professeur Vouda parler de la chaîne du livre, il y a l'industrie du livre, cette chaîne-là, que nous ne maîtrisons pas déjà. Est-ce qu'il faut aussi adosser à cette faiblesse dans la projection sur l'industrie du livre, parce que c'est les autres qui dominent ces industries, je pense qu'on va revenir dessus, et maintenant adosser la question de la langue comme un problème en plus, comme un autre espace de confrontation dans cette géopolitique-là. À mon sens, c'est ajouter des difficultés en plus. À mon sens, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas renier notre identité qui est plurielle, comme dit Amin Malouf. Elle est plurielle, notre identité. Elle est plurielle. Et c'est tant mieux. Elle est plurielle. Donc, il ne faut pas renier l'universel comme si l'universel est un avatar, c'est une tare. Non. Mais ça n'empêche pas, je pense que nous avons lu chez Camille Oka, nous avons lu Ousmane Sembe, nous avons lu ce type d'auteur à l'intérieur, qui écrivait en français, mais à l'intérieur de leurs ouvrages, nous avions des mots de leur dialecte qu'ils expliquaient en français et qui ont pu, voilà, parler aux autres cultures. Parce que c'est le dialogue des cultures. Ne nous voilons pas la face. Cette géopolitique du livre s'inscrit non seulement dans le marché du livre, mais s'inscrit aussi dans le dialogue de culture. La mondialisation n'est pas, comment je veux dire, n'est pas une donnée évanescente. Elle est une donnée, le professeur Vouda parlait de matériel, de pragmatique. C'est une donnée que nous ressentons. Dans le prix du livre, dans tous les circuits, nous ressentons bien cette force de la mondialisation-là. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre et que j'ai bien expliqué. L'essentiel, c'est de susciter la réflexion. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Professeur Vouda, comment est-ce que l'État, à travers, si nous considérons que le manuel scolaire, l'outil, l'école est le moment où les enfants se retrouvent dans la même... En tout cas, on peut s'assurer, quand on met un livre au programme, on est au moins certain qu'un enfant lira au moins 2 pages, parce qu'il va l'avoir. On n'est pas certain qu'en dehors de l'école, il prendra un livre pour le lire. Comment est-ce que l'État profite de ce moment-là pour réaliser les 2 choses que vous avez citées tout à l'heure, la construction citoyenne et l'influence par rapport aux autres? Alors, la première chose que je voudrais relever relativement à votre question, c'est que l'État élabore effectivement des programmes qui correspondent à un projet de construction citoyenne. La deuxième chose, c'est que l'État met en place des politiques qui amènent à ce que le livre soit accessible. L'accessibilité du livre consiste à jouer sur son prix de vente public, de manière à ce que le parent le moins nanti soit capable d'offrir les livres à ses enfants. Si vous voyez depuis 2017 ce qui se passe, il se passe que le nombre de livres a substantiellement baissé. Avant 2017, à la maternelle, il y avait 11 livres. Il n'y en a plus que 3. Les 11 livres coûtaient une trentaine de mille. Les 3 livres coûtent 1 000 francs chacun. C'est 3 000 francs. Je me suis amusé à dire à une directrice d'école maternelle, écoute, quel est le montant des frais exigibles pour les enfants de la maternelle? Elle m'a dit 4 500. Et elle me posait le problème de, bien que ce soit pas élevé, il se trouve des parents qui n'achètent pas les 3 livres de graphisme, d'activité pour les enfants de la maternelle. Et je lui ai dit, mais moi je pense que c'est simple. Puisque aucun enfant ne peut s'exercer sans les manuels à l'école maternelle, il faut inclure les 3 000 que représente le montant des 3 livres dans les frais exigibles et demander à chaque parent qui vient inscrire un enfant de verser 7 500. Et vous lui annoncez que dans les 7 500, il y a les 3 livres qui sont utilisés à l'école. Et ça a marché.
Au primaire, le prix des manuels, c'est entre 1500 et 1700, 1800 francs. De toutes les façons, dans tout le cycle du primaire, aucun manuel ne coûte 2000 francs. Donc voilà comment l'État travaille à ce que les livres arrivent entre les mains de tous les élèves. Et mieux, depuis 3 ans déjà, l'État est dans un programme d'achat et de distribution gratuite de livres essentiels, qui sont le livre de maths, le livre de français, le livre d'anglais, dans toutes les écoles publiques de la République. Et donc, ce programme-là, fonctionnant de façon optimale, permet de garantir que tous les enfants de notre système éducatif ont accès aux livres. À défaut d'avoir un livre à eux, entre les mains, parce que leurs parents l'ont acheté, ils ont au moins un livre dont ils se servent en classe le temps de la leçon. Donc, on peut dire que de ce point de vue, l'État fait le nécessaire pour que l'éducation de tout le cycle de la maternelle et du primaire se fasse dans des conditions optimales, c'est-à-dire avec l'instrument principal qu'est le manuel scolaire. Maintenant, sur le contenu, professeur. Alors, du point de vue du contenu, l'État élabore les programmes et le souci premier avec la nouvelle approche de l'APC, c'est premièrement que les livres reflètent l'environnement de l'enfant et qu'il l'aide à se situer dans son milieu, qu'il acquiert donc des savoirs et que tout cela débouche sur des savoir-faire. De sorte que quand vous prenez les manuels en ce moment, il y a au début de chaque leçon une situation problème tirée de la réalité. Vous voulez faire un cours de calcul, vous voulez faire un cours d'hygiène, il y a une situation à laquelle sont confrontés les élèves et par laquelle la leçon commence. Et c'est le processus de questionnement qui s'ensuit. Si on pose par exemple le problème de l'hygiène, comment faire pour avoir une hygiène dentaire qui soit bonne? On pose la question et on déroule avec les enfants pendant toute la leçon. Au sortir de là, le savoir-faire consiste à réfléchir pour trouver dans son environnement les moyens de garder ses dents propres. Ce sera peut-être la brosse traditionnelle en fonction du lieu où l'enfant se trouve, ou la brosse à dents si les parents en ont les moyens. Donc voilà comment l'État s'efforce de mettre le savoir à la disposition des enfants, de mettre les livres à la disposition des enfants pour que la formation soit optimale dans tout le cycle de la maternelle et du primaire. Docteur Clèbe Kombo, je pense qu'à tout ce que le professeur vient de dire, il faut peut-être s'interroger sur la transformation des capacités. Qu'est-ce que le livre, à l'issue, dans un cycle de l'école, nous permet de faire? Parce que, qu'on le veuille ou non, l'école doit aussi nous permettre d'être capable de faire quelque chose d'extérieur à nous, en dehors de connaître des bonnes règles de morale, de connaître la bonne hygiène, de connaître, on doit être capable de transformer son milieu. Le livre devrait nous permettre de faire ça, il me semble. Tout à fait, le professeur voulait parler tout à l'heure de la formation des citoyens, je crois. Et je pense que c'est un objectif fondamental peut-être, je ne dirais pas du livre, mais plutôt du manuel scolaire, à mon sens. Oui. Du manuel scolaire. Parce que quand on parle de manuel scolaire, nous sommes ici dans l'éducation, la grande famille de l'éducation. Et l'objectif, effectivement, de l'éducation, c'est de se rassurer qu'il y a une transmission des valeurs communes. Il y a une transmission des valeurs communes à une société et que ces valeurs-là seront effectivement mises en œuvre par les générations. Donc c'est la formation. Et pour former, il faut effectivement qu'il y ait dans des contenus un certain nombre de valeurs. Et pour se rassurer que ces valeurs-là sont transmises de génération en génération, il faut effectivement créer des institutions qui peuvent permettre, qui peuvent garantir la stabilité non seulement des outils, mais surtout des contenus. Sur le contenu est très important. Il faut donc avoir des instances qui surveillent les contenus à la production, qui se rassurent que le livre, le manuel produit est conforme aux valeurs qu'on veut véhiculer et qu'il puisse avoir des sanctions au cas où ceux qui proposent ces manuels-là
ne respectent pas les valeurs qui sont promues, les valeurs que les institutions promeuvent. Voilà, donc je pense qu'il y a un rôle très important que l'État doit jouer dans la régulation en ce qui concerne le manuel scolaire. Si dans l'industrie du livre dont nous parlions tout à l'heure, il peut avoir une capacité d'influence ou de nuisance marginale, dans le manuel scolaire, il est l'acteur principal, il est le régulateur de cet espace. Parce qu'il y a un certain nombre de valeurs que les livres doivent mettre en place. Donc il doit créer des instances, des organisations, des structures pour se rassurer que les objectifs de formation de l'homme, du citoyen qu'il poursuit, sont effectivement garantis par ces différentes instances-là. Donc c'est à l'État de créer la structure, la technostructure et les infrastructures pour se rassurer qu'effectivement, je parle de formation de génération en génération, c'est-à-dire ça commence par la maternelle, on va au secondaire et on peut même envisager l'université, même si on peut imaginer des systèmes où l'université est privée, mais on peut aussi imaginer l'université publique, c'est-à-dire que l'État, en termes de manuel, a effectivement une grande marge de manœuvre, doit être régulateur, doit se rassurer de la formation à travers les contenus. Il doit contrôler les contenus. Et c'est précisément ce que l'État fait à travers le Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Vous savez, nous sommes à la fois dans un système libéral avec un projet qui est celui de l'État. On laisse aux éditeurs divers le soin de prendre les programmes scolaires, de préparer des manuels et de les soumettre à l'évaluation. Parfois, pour un manuel de graphisme de la CIL ou du CP, nous avons 7 à 8 éditeurs concurrents. Et c'est la même chose pour tous les manuels. C'est libéralisé. Tout le monde peut faire les propositions qu'il veut, venir les soumettre. Et le rôle du Conseil consiste précisément à partir d'une grille d'évaluation qui a été signée par le Premier ministre à passer tous les livres qui sont reçus pour toutes les matières au crible de ces critères d'évaluation. Et au terme de cet exercice, nous classons les livres que nous avons reçus du premier au dernier en montrant à chacun quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Et c'est le premier qui est retenu. Et ce premier-là, assez souvent, il n'est pas retenu en l'état. Parce que les évaluateurs procèdent à des corrections, à des suggestions. Il faut un vrai travail d'édition à l'intérieur du livre. Et avant que le livre sorti premier au terme de l'évaluation ne soit mis sur le marché, il doit obtenir un bon à tirer du conseil d'agrément. Et ce bon à tirer est délivré sur la base de la vérification de l'intégration par l'éditeur de toutes les corrections pertinentes qui lui ont été suggérées au terme de l'évaluation. Donc, je pense que de ce point de vue, l'État joue pleinement son rôle. Et je peux vous garantir, ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Il y a 2 mois, j'étais à une conférence de la Confémen, conférence des ministres de l'Éducation Afrique francophone à Libreville, et on faisait le constat de la diversité des projets dans la sélection des manuels scolaires. Il y a des pays où vous soumettez des manuels et après, vous ne savez plus sur quelle base les manuels ont été évalués, quels sont les manuels qui sont retenus. Alors que chez nous, tous les éditeurs, selon que leur manuel a été reçu ou pas, ont un feedback de l'évaluation de leur manuel et ils ont en copie des spécimens de livres évalués marqués au rouge quand c'est nécessaire, pour se convaincre de ce que le manuel a été dûment évalué et que on ne l'a pas retenu pour des raisons pertinentes qui lui sont montrées et offertes. Professeur, sortons un peu du manuel scolaire. Je ne parle plus au secrétaire permanent, je parle à l'éditeur. Professeur, comment est-ce que l'État peut influencer l'autre type de livre qui n'est pas le manuel scolaire? Parce que pour moi, vous voyez, aujourd'hui, quand quelqu'un cite Mein Kampf, il s'excuse avant de citer. Parce que la bienséance veut qu'on ne cite pas ce livre. Tout à fait. Et comment est-ce que... Et comme vous le disiez, on voit bien une géopolitique forte qui a combattu cette réflexion
en son fond, au point où, même si vous avez le livre, vous êtes obligé de le cacher par moment, en fonction de qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. Comment est-ce que l'État, à travers les autres ouvrages, philosophie, sociologie, psychologie, je ne parle pas de l'État camerounais, comment est-ce que l'État peut, c'est-à-dire que là c'est vraiment une consultation qu'on devrait vous payer certainement pour ça, comment est-ce que l'État Je peut... vous envoie la facture après. Pas pour moi, c'est le gouvernement qui doit vous payer pour ça. Non, ben, pour redevenir sérieux, moi je voudrais partir de l'expérience du Cameroun. Il y a un livre de Alvaro Garzón que vous devez avoir lu de l'UNESCO sur la mise en place des politiques nationales du livre. Et il montre très bien que une politique nationale du livre, c'est un ensemble construit de règles et de règlements qui engagent tous les acteurs de la chaîne, de l'auteur au lecteur. Et donc, la plupart des États qui ont, j'allais pas dire, des postures impériales en matière de culture et qui conquièrent les autres espaces, ce sont des pays où il y a, de façon écrite ou implicite, des politiques nationales du livre à l'œuvre. Si vous arrivez en France, le Centre national du livre a un ensemble de missions en rapport notamment avec la conquête des lecteurs autres que français. Vous avez des livres qui sont sélectionnés pour être traduits dans les autres langues. Et ces livres-là sont porteurs d'idéologie en rapport avec ce que la France veut projeter comme image d'elle-même et ce qu'elle veut avoir comme valeur. C'est valable partout. Hein. Quand on parle de géopolitique, il y a une géopolitique des LBT qui est absolument nocive et négative, mais qui est fortement soutenue. Ils essayent d'influencer les systèmes éducatifs. Vous voyez maintenant la disparition du père dans les livres à partir de la maternelle. Donc toutes ces choses-là sont déconstruites, qui sont adossées sur des politiques. Et dans le cas d'espèce, dans les pays africains, on en était avancé sans boussole, et de plus en plus, quelques pays construisent des outils. Voilà. La Côte d'Ivoire, par exemple, en 2015, a promulgué, le président a promulgué la loi sur le livre. Le Cameroun, notre loi date de 2016. Non, 2021. Le 16 décembre 2021, on a promulgué notre loi sur le livre. Si vous regardez cette loi, c'est une loi révolutionnaire, je l'ai dit, parce qu'elle intègre le manuel scolaire. Les autres pays africains ont fait des lois, mais ces lois sont un peu coupées de la réalité de la vie du livre chez nous. Le livre chez nous, à la différence des autres pays, des pays du Nord notamment, l'économie est portée à 90-95% par le manuel scolaire. Voyez, quand vous allez dans un pays comme la Suède, c'est la lecture générale, la lecture de littérature générale qui porte le livre dans les dizaines de milliards de chiffres d'affaires qu'il représente par an. Chez nous, si vous prenez la littérature générale, vous aurez les meilleurs éditeurs qui auront vendu. Je parle de mon expérience à Clé. Quand je pensais que j'avais une pépite entre les mains et que le livre allait se vendre à 10 000 exemplaires, il se vendait maximum au terme d'une année à 1000 exemplaires. Donc, quand je regardais à côté, avec la politique du manuel unique par matière désormais au Cameroun, un manuel peut se vendre à 50, 75, 100 000 exemplaires. C'est une vente normale. Et donc, les éditeurs qui sont bénéficiaires de ces espèces de mannes vont être encouragés, et la loi le dit clairement, vont être encouragés à réinvestir cet argent dans la littérature générale, de manière à la soutenir, un peu comme des subventions. Je crois que vous savez la pratique qui est courante chez les petits éditeurs nationaux qui consiste à demander des contributions aux auteurs. Ça fait vivre les maisons d'édition, mais évidemment, ça peut être démotivant pour des auteurs qui ont des textes et qui n'ont pas d'argent pour accompagner la publication de leurs propres textes. Or, il se trouve qu'il y a des gens qui tirent de l'argent de la vente des livres. Ouais, vous ne voyez pas de librairie. Pourquoi? Parce que tout le monde se fait libraire pendant la période de 3 mois du début des classes à la fin du premier trimestre, et après les gens vont vaquer à autre chose. Les espaces sont transformés en espaces de vente de toute autre chose que les livres. Or, vous imaginez que s'il y a une offre de littérature générale qui est structurée, qui est portée par des gens qui ont l'argent, qui ne demanderont pas aux auteurs de payer quelques frais que ce soit, qui paieront les distributeurs au taux normal pour que les livres se retrouvent partout, avec une bonne fréquentation des librairies,
on va progressivement transformer les choses de manière à ce que la littérature générale puisse vivre, mais pour longtemps encore dans nos pays, elle ne vivra pas toute seule. Elle vivra adossée au manuel scolaire, de sorte que quand un parent vient dans une librairie, où le libraire fait son chiffre de la vente des livres scolaires, il a à côté quelques livres qui peuvent intéresser, de littérature générale qui peuvent intéresser un parent. Donc voilà un peu comment les choses peuvent se mettre en place pour que le livre de littérature générale africain entre dans la géopolitique du livre. Et pour que cette géopolitique commence à l'intérieur, intramuros, il faut que la littérature générale dans les pays africains où l'économie du livre repose sur le manuel scolaire, que la littérature générale s'adosse sur le manuel scolaire. Qu'on exige aux éditeurs de manuels scolaires qui se spécialisent dans l'édition de manuels scolaires pour maximiser les gains, qu'on leur exige d'avoir chacun un catalogue de littérature générale. Et c'est ça que nous sommes en train de faire au Conseil. C'est-à-dire que vous venez, si vous voulez avoir 10 manuels scolaires au programme, rien ne vous en empêche, vous les proposez. Mais il faut, on va créer des ratios pour que si vous voulez avoir 10 manuels de littérature générale au programme, que vous ayez au moins la moitié de littérature générale, que vous produisiez, même en petite quantité, 500 000 exemplaires, autant de livres de littérature générale pour susciter des vocations, pour encourager ceux qui écrivent déjà à produire la littérature générale. Donc, je pense que la littérature générale va se servir du manuel scolaire comme béquille si on veut que quelque chose se fasse en termes de géopolitique à l'intérieur d'abord de nos pays, que nous soyons capables nous-mêmes de lire ce que nous écrivons en s'adossant sur le manuel scolaire. C'est un peu comme ça que je vois le problème. Mais le plus important, c'est que le cadre juridique soit créé. Et pour le cas du Cameroun et de certains pays africains, c'est effectif depuis quelques années. Docteur Claude Bekombo, il est peut-être temps que nous pensions aux axes de recherche et à trouver des moyens pour stimuler que des gens, par rapport à des politiques mises en place, par rapport à un avenir à court, à moyen ou à long terme, que nous proposions des axes de recherche, peut-être avec des bourses pour ceux qui font la recherche dans le domaine, pour encourager ceux qui font la recherche dans le domaine. Je crois que le professeur Voda et toi vient de donner un kaléidoscope qui nous permet de répondre à cette question avec beaucoup plus d'aisance. Parce qu'effectivement, si l'auteur, puisque qu'on dise que celui qui fait la recherche, peu importe la manière avec laquelle vous allez habiller cela, celui qui fait la recherche et qui doit produire les travaux de sa recherche est un auteur dans la chaîne du livre dont on a parlé. Il n'est ni éditeur, il n'est pas diffuseur, il n'est pas distributeur, il n'est pas libraire. Et ce n'est pas lui le consommateur de son propre livre. Il est donc seul en face d'un écosystème qui peut être oppressant pour lui. Je pense que le professeur Mwanda l'a bien dit. Et il faut donc imaginer, il faut donc avoir l'ingénierie pour pouvoir le sortir de cette situation. Et je pense que la proposition est pertinente parce qu'elle permet effectivement de dégager des espaces permettant à ces auteurs-là de pouvoir prospérer. Mais je comprends que votre question est plus orientée sur ceux qui font la recherche et ceux qui ne sont pas les auteurs en termes de littérature. Mais pour cette réponse, pour cette question, il me semble qu'il y a au sein de l'État des institutions qui sont dédiées à ces questions-là. Il y a les universités, il y a des laboratoires. Il faut penser les opérateurs privés en Afrique, je pense que c'est déjà le cas dans certains pays, doivent créer des fondations où effectivement ils mettent en place des fonds de recherche. Un Africain ne doit plus simplement aller au Guggenheim pour ne pas faire de publicité particulière ou aller dans d'autres fonds de recherche, avoir des financements pour mener une recherche. Vous comprenez très bien que c'est aussi un aspect de la géopolitique. Pourquoi vous voulez que le Guggenheim, au lieu de financer, ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, au lieu de financer une recherche d'un Américain ou alors d'un Européen sur la violence, finance plutôt la recherche d'un Africain sur la violence dans un espace africain? Quel est l'intérêt que ce fonds de financement de la recherche peut avoir? Sauf s'il y a des données
dans votre recherche qui les intéresse éventuellement pour pouvoir avoir de la lumière sur un certain nombre de choses que ce fonds-là donne, ou alors de ses partenaires stratégiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fonds de recherche ils sont créés au niveau international dans tous les pays où nous soumissionnons, souvent nous du Sud, du Grand Sud, nous soumissionnons des projets de recherche. Il ne faut pas oublier que ces fonds sont adossés à des institutions privées comme publiques qui ont des objectifs stratégiques. Donc, très souvent, quand vous gargarisez d'avoir été sélectionné par ces fonds-là, d'avoir des financements, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en arrière-fond, vous êtes en train de faire un travail qui va être publié là-bas, qui sera produit là-bas, qui sera utilisé pour effectivement renforcer la position dominante. Alors, il faudrait, ce n'est pas impératif, c'est plutôt suggestif, donc il faudrait que les États africains pensent le financement de la recherche universitaire, vous parlez de chercheurs, qu'il faut repenser. Je ne sais pas si on est encore à la phase de penser, parce qu'il y a quand même, on ne va pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans beaucoup de pays, soit anglo-saxons, soit francophones. Il y a de l'aide à la recherche, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais nous nous rendons bien compte que ce n'est pas assez pertinent pour permettre aux chercheurs qui entre sur la catégorie d'auteurs et qui doit donc faire tout ce parcours. Il n'est donc pas, même le chercheur universitaire, il n'est pas éditeur, il n'est pas distributeur. Donc, il faut essayer aussi de l'aider, de mettre en place des mécanismes et des institutions qui peuvent permettre que, soit au sein de l'université, au sein de l'espace public, il peut trouver des modes de financement de sa recherche, ou alors, au sein de l'espace privé, l'État peut favoriser la structuration de l'espace privé en créant des fonds qui permettent de pouvoir encourager le chercheur, qui est un auteur, à publier ses travaux, puisque la publication de ces travaux scientifiques rentre dans cette domination par les idées. Nous l'avons vu tout dernièrement avec la pandémie du Covid. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, nos chercheurs étaient tributaires des résultats que d'autres devaient donner. Pourquoi? Parce que les laboratoires, parce que les instances, les institutions de recherche manquent du minimum. Il faut être assez courageux pour le dire. Manque du minimum pour pouvoir adresser cette concurrence dans l'espace international. Il ne faut pas oublier, effectivement, que nonobstant les données nationales dont nous avons parlé ici, qui peuvent se référer à un pays, nous sommes dans une logique où le livre, la connaissance, qu'on soit dans l'espace universitaire, c'est un dialogue de culture. Je vais peut-être encore me répéter, mais c'est un dialogue de culture. On parle à d'autres. On ne fait pas sa recherche pour l'université de Yaoundé ou telle instance, mais on parle à d'autres, on parle au monde, et dans ce monde-là, on doit avoir la capacité de faire en sorte que ces travaux soient connus. En s'affirmant. Professeur, on va sortir certainement par là. Nous, outre les axes de recherche dont on venait de parler, on a l'impression chez nous que nos chercheurs sont solitaires. Les équipes de recherche, on n'en voit pas. Quelqu'un produit un travail sur le pétrole camerounais, il est seul et parfois c'est de la littérature, je m'excuse auprès des autres, pour de la littérature. C'est-à-dire qu'il fait la composition de tout ce qu'il a lu. On a très peu d'acteurs de terrain pour amener, parce que c'est ça qui fait le livre, si peut-être les téléspectateurs ne le savent pas. C'est toute la démarche là qui fait. Est-ce qu'il y a une faiblesse? Quel conseil vous donnez à ceux qui font de la recherche, professeur? Alors, je voudrais dire deux choses. Je pense à la recherche, mais je pense aussi à la formation. D'accord. La recherche, lorsque les résultats sont rendus disponibles sous la forme d'une publication, je vous demandais tout à l'heure, votre livre « L'école, pourquoi faire ?» Est-ce que ce livre a fait l'objet d'une réception de la part de ceux qui sont en charge de penser et de réfléchir sur l'école? Je pense que ce n'est pas votre responsabilité en tant qu'auteur d'aller vers ces personnes. Mais il y a à côté de l'éditeur
quelqu'un qu'on appelle le diffuseur, qui n'est pas le distributeur. Le diffuseur, c'est encore au niveau de ce qui a été produit et qui rend ce qui a été produit disponible d'abord de façon virtuelle, de manière à ce que ceux qui sont intéressés puissent cocher un livre, cocher un deuxième, cocher un troisième. C'est donc la responsabilité d'un diffuseur de savoir quelles sont les cibles potentielles d'un livre comme celui que vous avez écrit sur l'école. Et tout à l'heure, je vous ai demandé immédiatement, est-ce que les inspections générales des enseignements, à la fois du primaire et du secondaire, sont au courant de cette publication? Si elles ne sont pas au courant, puisqu'on ne peut pas être au courant de tout, il faudrait qu'il y ait un moyen qui permette que ça arrive jusqu'à eux. On est encore là dans les métiers de la chaîne du livre, de manière à ce que ce qui se publie se sache et que les personnes soient intéressées par ce qui se publie. C'est pour ça qu'il y a des vitrines dans des boutiques. Quand vous passez, vous ne savez pas tout ce qu'il y a dans le magasin, mais on met des échantillons de choses qui pourraient intéresser et on change ces choses-là en fonction des saisons et en fonction du lieu où on se trouve, de sorte que quand vous passez par là, ça intéresse les jeunes pour cette période en termes vestimentaires, en termes de ceci, en termes de cela. Donc, c'est quelque chose qui manque encore pour nous dans les maillons que nous devons mettre en place. Parce que si vous aviez un diffuseur, les inspecteurs devaient au moins avoir refusé d'acheter ce livre. Pas ignorer totalement que le livre existe. Et si ils ignorent, on ne peut pas leur en tenir rigueur. S'ils refusent, à ce moment-là, on peut se poser des questions sur ce qui est l'objet de leur réflexion, parce qu'ils sont à des postes de réflexion et de conception, de projection. Là, c'est un autre problème. Maintenant, je reviens à la question de la formation. C'est-à-dire qu'à côté de la recherche, je vois la formation. J'ai discuté avec un recteur d'université et un ami qui est directeur d'une école normale, en leur disant, avant que je n'entre dans le secteur du livre, je ne voyais le livre que comme objet d'interprétation du contenu en tant que prof de lettres avec la déformation du métier. Maintenant, je me rends compte qu'il y a un ensemble d'enjeux dans le livre. Il y a des enjeux économiques, mais il y a également des enjeux de production. Les livres qui sont produits par des Camerounais ne sont pas des gens qui n'ont pas été formés à cela et qui le sont sur le tas parce qu'ils ont des compétences dans telle et telle discipline enseignée à l'école. Moi, j'imaginais un scénario où il y aurait dans la structure de formation dans les écoles normales de formation des enseignants un module sur le livre en tant qu'objet culturel et bien économique. À ce moment-là, on montrerait et on pourrait susciter des vocations en disant, vous qui êtes enseignant d'anglais, enseignant de SVT, enseignant d'histoire, enseignant de géographie, sachez que les livres de vos disciplines ne tombent pas du ciel. Ils sont écrits par des gens on leur donne la méthodologie et déjà à partir de là, s'ils sont 10, il y en aura 2 ou 3 qui vont s'intéresser à la rédaction des manuels, même l'évaluation des manuels. Les gens que nous prenons, qui sont tous des enseignants, parce qu'il faut avoir la connaissance de la spécialité, sont obligés de passer par une autre formation, qui est une formation qui pourrait être plus étendue, mais qui se fait courte en raison des contraintes qui sont les nôtres, des délais pour produire les livres. J'imagine qu'il y a un module sur l'évaluation des manuels scolaires dans les écoles normales. C'est un module qui va intéresser tous les enseignants, et les meilleurs de ceux qui seront sortis de cette école-là sont a priori des experts qui peuvent être mis à disposition ou sollicités pour l'évaluation des manuels scolaires. Donc je vois 2 axes. Je vois l'axe de la recherche et la diffusion des produits de la recherche. Je laisse de côté le financement, le docteur Bekombo en a parlé. Maintenant, je vois l'axe de la formation des acteurs. Puisque nous sommes dans la géopolitique du livre, il faut imaginer que la géopolitique travaille sur des produits qu'il faut concevoir et qu'il faut matérialiser. À ce moment-là, on aurait donc un couloir pour la recherche et un autre couloir pour la formation de ceux qui vont produire les objets que sont les livres et qui vont entrer dans la géopolitique du livre. Merci infiniment, professeur. Je vous en prie. Merci, Dr. Claude Bekombo. Chers téléspectateurs, nous vous remercions grandement d'avoir regardé cette émission de bout en bout, en sachant bien, en vous encourageant à toujours avoir un livre à lire. Parce que le livre est un outil de puissance. Le livre structure nos imaginaires. Le livre nous permet de nous projeter avec efficacité dans un monde de plus en plus complexe où nous devons, quels que soient les moyens, nous affirmer. À très bientôt sur Africa TV.